Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Un amour de Swann. Par Marcel Proust. Gallimard. Pour faire partie du petit noyau, du petit groupe, du petit clan des Verdurins, une condition était suffisante mais elle était nécessaire. Il fallait adhérer tacitement à un credo dont un des articles était que le jeune pianiste, protégé par Madame Verdurin cette année-là, et dont elle disait « ça ne devrait pas être permis de savoir jouer Wagner comme ça », enfonçait à la fois Planté et Rubinstein, et que le docteur Cottard avait plus de diagnostic que Potin. Toute nouvelle recrue, à qui les Verdurins ne pouvaient pas persuader que les soirées des gens qui n'allaient pas chez eux étaient ennuyeuses comme la pluie, se voyait immédiatement exclue. Les femmes étant à cet égard plus rebelles que les hommes déposaient toute curiosité mondaine, et l'envie de se renseigner par soi-même sur l'agrément des autres salons, et les Verdurins sentant d'autre part que cet esprit d'examen et ce démon de frivolité pouvaient par contagion devenir fatal à l'orthodoxie de la petite Église, ils avaient été amenés à rejeter successivement tous les fidèles du sexe féminin. En dehors de la jeune femme du docteur, ils étaient réduits presque uniquement cette année-là, bien que Madame Verdurin fût elle-même vertueuse et d'une respectable famille bourgeoise excessivement riche et entièrement obscure avec laquelle elle avait peu à peu cessé toute relation. À une personne presque du demi-monde, Madame de Crécy, que Madame Verdurin appelait par son petit nom, Odette, et déclarait être un amour, et à la tante du pianiste, laquelle devait avoir tiré le cordon. Personnes ignorantes du monde, et à la naïveté de qui il avait été si facile de faire accroire que la princesse de Sagan et la duchesse de Guermantes étaient obligées de payer des malheureux pour avoir du monde à leur dîner, que si on leur avait offert de les faire inviter chez ces deux grandes dames, l'ancienne concierge et la cocotte eussent dédaigneusement refusé. Les Verdurins n'invitaient pas à dîner, on avait chez eux son couvert mis. Pour la soirée, il n'y avait pas de programme. Le jeune pianiste jouait, mais seulement si ça lui chantait, car on ne forçait personne et comme disait Monsieur Verdurin, tout pour les amis, vive les camarades. Si le pianiste voulait jouer la chevauchée de la Valkyrie ou le prélude de Tristan, Madame Verdurin protestait, non que cette musique lui déplût, mais au contraire parce qu'elle lui causait trop d'impression. Alors vous tenez à ce que j'ai ma migraine, René. Vous savez bien que c'est la même chose chaque fois qu'il joue ça. Je sais ce qui m'attend. Demain quand je voudrais me lever, bonsoir, plus personne. S'il ne jouait pas, on causait, et l'un des amis, le plus souvent leur peintre favori d'alors, lâchait, comme disait Monsieur Verdurin, une grosse faribole qui faisait s'esclaffer tout le monde. Madame Verdurin surtout, à qui, tant elle avait l'habitude de prendre au propre les expressions figurées des émotions qu'elle éprouvait, le docteur Cottard, un jeune débutant à cette époque, dut un jour remettre sa mâchoire qu'elle avait décrochée pour avoir trop ri. L'habit noir était défendu parce qu'on était entre copains, et pour ne pas ressembler aux ennuyeux, dont on se garait comme de la peste, et qu'on n'invitait qu'aux grandes soirées, donné le plus rarement possible, et seulement si cela pouvait amuser le peintre ou faire connaître le musicien. Le reste du temps, on se contentait de jouer des charades, de souper en costume, mais entre soi, en ne mêlant aucun étranger au petit noyau. Mais au fur et à mesure que les camarades avaient pris plus de place dans la vie de Madame Verdurin, les ennuyeux, les réprouvés, ce fut tout ce qui retenait les amis loin d'elle, ce qui les empêchait quelquefois d'être libres, ce fut la mère de l'un, la profession de l'autre, la maison de campagne ou la mauvaise santé d'un troisième. Si le docteur Cottard croyait devoir partir en sortant de table pour retourner auprès d'un malade en danger, qui sait, lui disait Madame Verdurin, cela lui fera peut-être beaucoup plus de bien que vous n'alliez pas le déranger ce soir, il passera une bonne nuit sans vous, demain matin vous irez de bonne heure, et vous le trouverez guéri. Dès le commencement de décembre, elle était malade, à la pensée que les fidèles lâcheraient, pour le jour de Noël, et le 1er janvier. La tante du pianiste exigeait qu'il vînt dîner ce jour-là en famille, chez sa mère à elle. « Vous croyez qu'elle en mourrait, votre mère ?» s'écria durement Madame Verdurin, « si vous ne dîniez pas avec elle le jour de l'an, comme en province. » Ces inquiétudes renaissaient à la Semaine sainte. Vous, docteur, un savant, un esprit fort, vous venez naturellement le vendredi saint comme un autre jour. Dit-elle à Cottard la première année, d'un ton assuré, comme si elle ne pouvait douter de la réponse. Mais elle tremblait en attendant qu'il l'eût prononcée,
car s'il n'était venu, elle risquait de se trouver seule. Je viendrai le vendredi saint. Vous faire mes adieux car nous allons passer les fêtes de Pâques en Auvergne. En Auvergne? Pour vous faire manger par les puces et la vermine, grand bien vous fasse. Et après un silence. Si vous nous l'aviez dit au moins, nous aurions tâché d'organiser cela, et de faire le voyage ensemble dans des conditions confortables. De même si un fidèle avait un ami, ou une habituée un flirt qui serait capable de le faire lâcher quelquefois, les Verdurins, qui ne s'effrayaient pas qu'une femme eût un amant pourvu qu'elle l'eût chez eux, l'aima en eux, et ne le leur préféra pas, disaient, eh bien, amenez-le votre ami. Et on l'engageait à l'essai, pour voir s'il était capable de ne pas avoir de secret pour Madame Verdurin, s'il était susceptible d'être agrégé au petit clan. S'il ne l'était pas, on prenait à part le fidèle qui l'avait présenté, et on lui rendait le service de le brouiller avec son ami ou avec sa maîtresse. Dans le cas contraire, le nouveau devenait à son tour un fidèle. Aussi quand cette année-là, la demi-mondaine raconta à M. Verdurin qu'elle avait fait la connaissance d'un homme charmant, M. Swann, et insinua qu'il serait très heureux d'être reçu chez eux, M. Verdurin transmit-il séance tenante la requête à sa femme. Il n'avait jamais d'avis qu'après sa femme, dont son rôle particulier était de mettre à exécution les désirs, ainsi que les désirs des fidèles, avec de grandes ressources d'ingéniosité. Voici Madame de Crécy, qui a quelque chose à te demander. Elle désirait te présenter un de ses amis, Monsieur Swann. Qu'en dis-tu? Mais voyons, est-ce qu'on peut refuser quelque chose à une petite perfection comme ça? Taisez-vous, on ne vous demande pas votre avis, je vous dis que vous êtes une perfection. Puisque vous le voulez, répondit Odette sur un ton de marivaudage, et elle ajouta, vous savez que je ne suis pas fishing for compliment. Eh bien, amenez-le votre ami s'il est agréable. Certes, le petit noyau n'avait aucun rapport avec la société où fréquentait Swann, et de purs mondains auraient trouvé que ce n'était pas la peine d'y occuper comme lui, une situation exceptionnelle pour se faire présenter chez les Verdurins. Mais Swann aimait tellement les femmes, qu'à partir du jour où il avait connu à peu près toutes celles de l'aristocratie, et où elles n'avaient plus rien eu à lui apprendre, il n'avait plus tenu à ses lettres de naturalisation, presque des titres de noblesse, que lui avait octroyé le Faubourg Saint-Germain, que comme à une sorte de valeur d'échange, de lettres de crédit dénuées de prix en elles-mêmes, mais lui permettant de s'improviser une situation dans tel petit trou de province ou tel milieu obscur de Paris, où la fille du hobereau ou du greffier lui avait semblé jolie. Car le désir ou l'amour lui rendait alors un sentiment de vanité dont il était maintenant exempt dans l'habitude de la vie, bien que ce fût lui sans doute qui autrefois l'avait dirigé vers cette carrière mondaine, où il avait gaspillé dans les plaisirs frivoles les dons de son esprit, et fait servir son érudition en matière d'art, à conseiller les dames de la société dans leurs achats de tableaux et pour l'ameublement de leurs hôtels, et qui lui faisait désirer de briller, aux yeux d'une inconnue dont il s'était épris, d'une élégance que le nom de Swann à lui tout seul n'impliquait pas. Il le désirait surtout si l'inconnu était d'humble condition. De même que ce n'est pas à un autre homme intelligent, qu'un homme intelligent aura peur de paraître bête, ce n'est pas par un grand seigneur, c'est par un rustre qu'un homme élégant craindra de voir son élégance méconnue. Les trois quarts des frais d'esprit et des mensonges de vanité, qui ont été prodigués depuis que le monde existe par des gens qu'il ne faisait que diminuer, l'ont été pour des inférieurs. Et Swann, qui était simple et néglige avec une duchesse, tremblait d'être méprisé, posait quand il était devant une femme de chambre. Il n'était pas comme tant de gens qui, par paresse, ou sentiment résigné de l'obligation que crée la grandeur sociale de rester attachés à un certain rivage, s'abstiennent des plaisirs que la réalité leur présente en dehors de la position mondaine, où ils vivent cantonnés jusqu'à leur mort, se contentant de finir par appeler plaisir, faute de mieux, une fois qu'ils sont parvenus à s'y habituer, les divertissements médiocres ou les insupportables ennuis qu'elles renferment. Swann, lui, ne cherchait pas à trouver jolies les femmes avec qui il passait son temps, mais à passer son temps avec les femmes qu'il avait d'abord trouvées jolies. Et c'étaient souvent des femmes de beauté assez vulgaire, car les qualités physiques qu'il recherchait sans s'en rendre compte étaient en complète opposition avec celles qui lui rendaient admirables, les femmes sculptées ou peintes par les maîtres qu'il préférait. La profondeur, la mélancolie de l'expression, glaçaient ses sens que suffisait au contraire à éveiller une chair saine, plantureuse et rose.
Si en voyage il rencontrait une famille qu'il eût été plus élégant de ne pas chercher à connaître, mais dans laquelle une femme se présentait à ses yeux parée d'un charme qu'il n'avait pas encore connu, rester dans son quant à soi, et tromper le désir qu'elle avait fait naître, substituer un plaisir différent au plaisir qu'il eût pu connaître avec elle, en écrivant à une ancienne maîtresse de venir le rejoindre, lui eût semblé une aussi lâche abdication devant la vie, un aussi stupide renoncement à un bonheur nouveau, que si au lieu de visiter le pays, il s'était confiné dans sa chambre en regardant des vues de Paris. Il ne s'enfermait pas dans l'édifice de ses relations, mais en avait fait, pour pouvoir le reconstruire à pied d'œuvre sur de nouveaux frais, partout où une femme lui avait plu, une de ces tentes démontables comme les explorateurs en emportent avec eux. Pour ce qui n'en était pas transportable ou échangeable contre un plaisir nouveau, il l'eût donné pour rien, si enviable que cela parut à d'autres. Que de fois son crédit auprès d'une duchesse, fait du désir accumulé depuis des années, que celle-ci avait eu de lui être agréable sans en avoir trouvé l'occasion, il s'en était défait d'un seul coup, en réclamant d'elle par une indiscrète dépêche une recommandation télégraphique, qui le mit en relation sur l'heure avec un de ses intendants dont il avait remarqué la fille à la campagne, comme ferait un affamé qui troquerait un diamant contre un morceau de pain. Même après coup, il s'en amusait, car il y avait en lui, racheté par de rares délicatesses, une certaine muflerie. Puis, il appartenait à cette catégorie d'hommes intelligents qui ont vécu dans l'oisiveté, et qui cherchent une consolation et peut-être une excuse dans l'idée que cette oisiveté offre à leur intelligence des objets aussi dignes d'intérêt que pourrait faire l'art ou l'étude, que la vie contient des situations plus intéressantes, plus romanesques que tous les romans. Il l'assurait du moins et le persuadait aisément aux plus affinés de ses amis du monde, notamment au baron de Charlus qu'il s'amusait à égayer par le récit des aventures piquantes qui lui arrivaient, soit qu'ayant rencontré en chemin de fer une femme qu'il avait ensuite ramenée chez lui, il eût découvert qu'elle était la sœur d'un souverain entre les mains de qui se mêlaient en ce moment tous les fils de la politique européenne, au courant de laquelle il se trouvait ainsi tenu d'une façon très agréable, soit que par le jeu complexe des circonstances il dépendit du choix qu'allait faire le conclave, s'il pourrait ou non devenir l'amant d'une cuisinière. Ce n'était pas seulement d'ailleurs la brillante phalange de vertueuses douairières, de généraux, d'académiciens, avec lesquels il était particulièrement lié, que Swann forçait avec tant de cynisme à lui servir d'entremetteur. Tous ses amis avaient l'habitude de recevoir de temps en temps des lettres de lui, où un mot de recommandation ou d'introduction leur était demandé avec une habileté diplomatique, qui, persistant à travers les amours successives et les prétextes différents, accusait, plus que n'eussent fait des maladresses, un caractère permanent et des buts identiques. Je me suis souvent fait raconter bien des années plus tard, quand je commençais à m'intéresser à son caractère à cause des ressemblances qu'en de toute autre partie il offrait avec le mien, que quand il écrivait à mon grand-père, qui ne l'était pas encore, car c'est vers l'époque de ma naissance que commença la grande liaison de Swann, et elle interrompit longtemps ses pratiques, celui-ci, en reconnaissant sur l'enveloppe l'écriture de son ami, s'écriait « Voilà Swann qui va demander quelque chose, à la garde ». Et soit méfiance, soit par le sentiment inconsciemment diabolique qui nous pousse à n'offrir une chose qu'aux gens qui n'en ont pas envie, mes grands-parents opposaient une fin de non-recevoir absolue aux prières les plus faciles à satisfaire qu'ils leur adressaient, comme de le présenter à une jeune fille qui dînait tous les dimanches à la maison, et qu'ils étaient obligés, chaque fois que Swann leur en reparlait, de faire semblant de ne plus voir, alors que pendant toute la semaine on se demandait qui on pourrait bien inviter avec elle, finissant souvent par ne trouver personne, faute de faire signe à celui qui en eût été si heureux. Quelquefois tel couple ami de mes grands-parents, et qui jusque-là s'était plaint de ne jamais voir Swann, leur annonçait avec satisfaction, et peut-être un peu le désir d'exciter l'envie, qu'il était devenu tout ce qu'il y a de plus charmant pour eux, qu'il ne les quittait plus. Mon grand-père ne voulait pas troubler leur plaisir, mais regardait ma grand-mère en fredonnant. Quel est donc ce mystère, je n'y puis rien comprendre. Ouh! Vision fugitive. Ouh! Dans ces affaires, le mieux est de ne rien voir. Quelques mois après, si mon grand-père demandait au nouvel ami de Swann, « Et Swann, le voyez-vous toujours beaucoup ?» La figure de l'interlocuteur s'allongeait. « Ne prononcez jamais son nom devant moi, mais je croyais que vous étiez si liés. » Il avait été ainsi pendant quelques mois le familier de cousin de ma grand-mère, dînant presque chaque jour chez eux.
Brusquement il cessa de venir, sans avoir prévenu. On le crut malade, et la cousine de ma grand-mère allait envoyer demander de ses nouvelles. Quant à l'office, elle trouva une lettre de lui, qui traînait par mégarde dans le livre de compte de la cuisinière. Il y annonçait à cette femme qu'il allait quitter Paris, qu'il ne pourrait plus venir. Elle était sa maîtresse, et au moment de rompre, c'était elle seule qu'il avait jugé utile d'avertir. Quand sa maîtresse du moment était au contraire une personne mondaine, ou du moins une personne qu'une extraction trop humble ou une situation trop irrégulière n'empêchait pas qu'il fît recevoir dans le monde, alors pour elle il y retournait, mais seulement dans l'orbite particulier où elle se mouvait, ou bien où il l'avait entraînée. Inutile de compter sur Swann ce soir, disait-on. Vous savez bien que c'est le jour d'opéra de son américaine. Il la faisait inviter dans les salons particulièrement fermés, où il avait ses habitudes, ses dîners hebdomadaires, son poker. Chaque soir, après qu'un léger crépelage ajouté à la brosse de ses cheveux roux avait tempéré de quelque douceur la vivacité de ses yeux verts, il choisissait une fleur pour sa boutonnière et partait pour retrouver sa maîtresse à dîner chez l'une ou l'autre des femmes de sa coterie. Et alors, pensant à l'admiration et à l'amitié que les gens à la mode, pour qui il faisait la pluie et le beau temps et qu'il allait retrouver là, lui prodigueraient devant la femme qu'il aimait, il retrouvait du charme à cette vie mondaine sur laquelle il s'était blasé, mais dont la matière, pénétrée et colorée chaudement d'une flamme insinuée qui s'y jouait, lui semblait précieuse et belle, depuis qu'il y avait incorporé un nouvel amour. Mais tandis que chacune de ces liaisons, ou chacun de ces flirts, avait été la réalisation plus ou moins complète d'un rêve né de la vue d'un visage ou d'un corps que Swann avait spontanément, sans s'y efforcer, trouvé charmant, en revanche, quand un jour au théâtre il fut présenté à Odette de Crécy par un de ses amis d'autrefois, qui lui avait parlé d'elle comme d'une femme ravissante avec qui il pourrait peut-être arriver à quelque chose, mais en la lui donnant pour plus difficile qu'elle n'était en réalité, afin de paraître lui-même avoir fait quelque chose de plus aimable en la lui faisant connaître, elle était apparue à Swann non pas certes sans beauté, mais d'un genre de beauté qui lui était indifférent, qui ne lui inspirait aucun désir, lui causait même une sorte de répulsion physique. De ces femmes comme tout le monde a les siennes, différentes pour chacun, et qui sont l'opposé du type que nos sens réclament. Pour lui plaire, elle avait un profil trop accusé, la peau trop fragile, les pommettes trop saillantes, les traits trop tirés. Ses yeux étaient beaux, mais si grands qu'ils fléchissaient sous leur propre masse, fatiguaient le reste de son visage, et lui donnaient toujours l'air d'avoir mauvaise mine, ou d'être de mauvaise humeur. Quelque temps après cette présentation au théâtre, elle lui avait écrit pour lui demander à voir ses collections qui l'intéressaient tant, elle, ignorante qui avait le goût des jolies choses, disant qu'il lui semblait qu'elle le connaîtrait mieux, quand elle l'aurait vu dans son home, où elle l'imaginait si confortable avec son thé et ses livres. Quoiqu'elle ne lui eût pas caché sa surprise qu'il habitât ce quartier qui devait être si triste et qui était si peu smart pour lui qu'il était temps. Et après qu'il l'eut laissé venir, en le quittant, elle lui avait dit son regret d'être restée si peu dans cette demeure où elle avait été heureuse de pénétrer, parlant de lui, comme s'il avait été pour elle quelque chose de plus que les autres êtres qu'elle connaissait, et semblant établir entre leurs deux personnes une sorte de trait d'union romanesque, qui l'avait fait sourire. Mais à l'âge déjà un peu désabusé dont approchait Swann, et où l'on sait se contenter d'être amoureux pour le plaisir de l'être sans trop exiger de réciprocité, ce rapprochement des cœurs, s'il n'est plus comme dans la première jeunesse, le but vers lequel tend nécessairement l'amour, lui reste uni en revanche par une association d'idées si forte, qu'il peut en devenir la cause, s'il se présente avant lui. Autrefois on rêvait de posséder le cœur de la femme dont on était amoureux. Plus tard, sentir qu'on possède le cœur d'une femme peut suffire à vous en rendre amoureux. Ainsi, à l'âge où il semblerait, comme on cherche surtout dans l'amour un plaisir subjectif, que la part du goût pour la beauté d'une femme devrait y être la plus grande, l'amour peut naître, l'amour le plus physique, sans qu'il y ait eu à sa base un désir préalable. À cette époque de la vie, on a déjà été atteint plusieurs fois par l'amour. Il n'évolue plus seul suivant ses propres lois inconnues et fatales, devant notre cœur étonné et passif. Nous venons à son aide, nous le faussons par la mémoire, par la suggestion. En reconnaissant un de ces symptômes, nous nous rappelons, nous faisons renaître les autres. Comme nous possédons sa chanson, gravée en nous tout entière, nous n'avons pas besoin qu'une femme nous en dise le début, rempli par l'admiration qu'inspire la beauté, pour en trouver la suite. Et si elle commence au milieu, là où les cœurs se rapprochent,
où l'on parle de n'exister plus que l'un pour l'autre, nous avons assez l'habitude de cette musique pour rejoindre tout de suite notre partenaire au passage où elle nous attend. Odette de Crécy retourna voir Swann, puis rapprocha ses visites, et sans doute chacune d'elles renouvelait pour lui la déception qu'il éprouvait à se retrouver devant ce visage dont il avait un peu oublié les particularités dans l'intervalle, et qu'il ne s'était rappelé ni si expressif, ni, malgré sa jeunesse, si fané. Il regrettait, pendant qu'elle causait avec lui, que la grande beauté qu'elle avait ne fût pas du genre de celle qu'il aurait spontanément préférée. Il faut d'ailleurs dire que le visage d'Odette paraissait plus maigre et plus proéminent, parce que le front et le haut des joues, cette surface unie et plus plane, étaient recouvertes par la masse de cheveux qu'on portait, alors, prolongés en devant, soulevés en crêpés, répandus en mèches folles le long des oreilles. Et quant à son corps qui était admirablement fait, il était difficile d'en apercevoir la continuité, à cause des modes de l'époque et quoiqu'elle fût une des femmes de Paris qui s'habillait le mieux, tant le corsage, s'avançant en saillie comme sur un ventre imaginaire et finissant brusquement en pointe, pendant que par en dessous, commençait à s'enfler le ballon des doubles jupes, donnait à la femme l'air d'être composée de pièces différentes mal emmanchées les unes dans les autres. Dans les ruchers, les volants, le gilet suivait en toute indépendance, selon la fantaisie de leur dessin ou la consistance de leur étoffe, la ligne qui les conduisait au nœud, aux bouillons de dentelle, aux effilés de jais perpendiculaires, ou qui les dirigeait le long du busc, mais ne s'attachait nullement à l'être vivant qui, selon que l'architecture de ses fanfreluches se rapprochait ou s'écartait trop de la sienne, s'y trouvait engoncé ou perdu. Mais quand Odette était partie, Swann souriait en pensant qu'elle lui avait dit combien le temps lui durerait jusqu'à ce qu'il lui permît de revenir. Il se rappelait l'air inquiet, timide, avec lequel elle l'avait une fois prié que ce ne fût pas dans trop longtemps, et les regards qu'elle avait eus à ce moment-là, fixés sur lui en une imploration craintive, et qui la faisait touchante sous le bouquet de fleurs de pensée artificielles fixé devant son chapeau rond de paille blanche, à brides de velours noir. « Et vous, avait-elle dit, vous ne viendriez pas une fois chez moi prendre le thé ?» Il avait allégué des travaux en train, une étude, en réalité abandonnée depuis des années, sur Vermeer de Delft. « Je comprends que je ne peux rien faire, moi chétive, à côté de grands savants comme vous autres, lui avait-elle répondu. Je serais comme la grenouille devant l'aréopage. Et pourtant j'aimerais tant m'instruire, savoir, être initié. Comme cela doit être amusant de bouquiner, de fourrer son nez dans de vieux papiers, avait-elle ajouté avec l'air de contentement de soi-même que prend une femme élégante, pour affirmer que sa joie est de se livrer sans crainte de se salir à une besogne malpropre, comme de faire la cuisine en mettant elle-même les mains à la pâte. Vous allez vous moquer de moi, ce peintre qui vous empêche de me voir. Elle voulait parler de Vermeer. Je n'avais jamais entendu parler de lui, vit-il encore. Est-ce qu'on peut voir de ses œuvres à Paris, pour que je puisse me représenter ce que vous aimez, deviner un peu ce qu'il y a sous ce grand front qui travaille tant, dans cette tête qu'on sent toujours en train de réfléchir, me dire, voilà, c'est à cela qu'il est en train de penser. Quel rêve ce serait d'être mêlé à vos travaux. Il s'était excusé sur sa peur des amitiés nouvelles, ce qu'il avait appelé par galanterie, sa peur d'être malheureux. Vous avez peur d'une affection ? Comme c'est drôle, moi qui ne cherche que cela, qui donnerais ma vie pour en trouver une, avait-elle dit d'une voix si naturelle, si convaincue, qu'il en avait été remué. Vous avez dû souffrir par une femme. Et vous croyez que les autres sont comme elle. Elle n'a pas su vous comprendre, vous êtes un être si à part. C'est cela que j'ai aimé d'abord en vous. J'ai bien senti que vous n'étiez pas comme tout le monde. Et puis d'ailleurs vous aussi, lui avait-il dit, je sais bien ce que c'est que les femmes, vous devez avoir des tas d'occupations, être peu libre. Moi, je n'ai jamais rien à faire. Je suis toujours libre, je le serai toujours pour vous. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit où il pourrait vous être commode de me voir, faites-moi chercher, et je serai trop heureuse d'accourir. Le ferez-vous ? Savez-vous ce qui serait gentil ? Ce serait de vous faire présenter à Madame Verdurin chez qui je vais tous les soirs. Croyez-vous, si on s'y retrouvait et si je pensais que c'est un peu pour moi que vous y êtes. Et sans doute, en se rappelant ainsi leurs entretiens, en pensant ainsi à elle quand il était seul, il faisait seulement jouer son image entre beaucoup d'autres images de femmes dans des rêveries romanesques, mais si, grâce à une circonstance quelconque, ou même peut-être sans que ce fût grâce à elle, la circonstance qui se présente au moment où un état, latent jusque-là, se déclare,
pouvant n'avoir influé en rien sur lui, l'image d'Odette de Crécy venait à absorber toutes ses rêveries, si celle-ci n'était plus séparable de son souvenir. Alors l'imperfection de son corps ne garderait plus aucune importance, ni qu'il eût été plus ou moins qu'un autre corps, selon le goût de Swann, puisque devenu le corps de celle qu'il aimait, il serait désormais le seul qui fût capable de lui causer des joies et des tourments. Mon grand-père avait précisément connu, ce qu'on n'aurait pu dire d'aucun de leurs amis actuels, la famille de ces Verdurin. Mais il avait perdu toute relation avec celui qu'il appelait le jeune Verdurin, et qu'il considérait, un peu en gros, comme tombé, tout en gardant de nombreux millions, dans la bohème et la racaille. Un jour il reçut une lettre de Swann lui demandant s'il ne pourrait pas le mettre en rapport avec les Verdurin. « À la garde, s'était écrié mon grand-père, ça ne m'étonne pas du tout, c'est bien par là que devait finir Swann. Joli milieu. D'abord, je ne peux pas faire ce qu'il me demande parce que je ne connais plus ce monsieur. Et puis ça doit cacher une histoire de femme, je ne me mêle pas de ces affaires-là. Ah bien, nous allons avoir de l'agrément si Swann s'affuble des petits Verdurin. » Et sur la réponse négative de mon grand-père, c'est Odette qui avait amené elle-même Swann chez les Verdurin. Les Verdurin avaient eu à dîner, le jour où Swann y fit ses débuts, le docteur et madame Cottard, le jeune pianiste et sa tante, et le peintre qui avait alors leur faveur, auquel s'étaient joints dans la soirée quelques autres fidèles. Le docteur Cottard ne savait jamais d'une façon certaine de quel ton il devait répondre à quelqu'un, si son interlocuteur voulait rire, ou était sérieux. Et à tout hasard il ajoutait à toutes ces expressions de physionomie, l'offre d'un sourire conditionnel et provisoire, dont la finesse expectante le disculperait du reproche de naïveté, si le propos qu'on lui avait tenu se trouvait avoir été facétieux. Mais comme pour faire face à l'hypothèse opposée, il n'osait pas laisser ce sourire s'affirmer nettement sur son visage, on y voyait flotter perpétuellement une incertitude, où se lisait la question qu'il n'osait pas poser, « Dites-vous cela pour de bon ?» Il n'était pas plus assuré de la façon dont il devait se comporter dans la rue, et même en général dans la vie, que dans un salon, et on le voyait opposer aux passants, aux voitures, aux événements, un malicieux sourire qui ôtait d'avance à son attitude toute impropriété, puisqu'il prouvait, si elle n'était pas de mise, qu'il le savait bien, et que s'il avait adopté celle-là, c'était par plaisanterie. Sur tous les points cependant où une franche question lui semblait permise, le docteur ne se faisait pas faute de s'efforcer de restreindre le champ de ses doutes, et de compléter son instruction. C'est ainsi que sur les conseils qu'une mère prévoyante lui avait donnés quand il avait quitté sa province, il ne laissait jamais passer soit une locution ou un nom propre qui lui était inconnu, sans tâcher de se faire documenter sur eux. Pour les locutions, il était insatiable de renseignements, car leur supposant parfois un sens plus précis qu'elles n'ont, il eût désiré savoir ce qu'on voulait dire exactement par celle qu'il entendait le plus souvent employer. La beauté du diable, du sang bleu, une vie de bâton de chaise, le quart d'heure de Rabelais, être le prince des élégances, donner carte blanche, être réduit à quilla, etc., et dans quel cas déterminé il pouvait à son tour les faire figurer dans ses propos. À leur défaut, il plaçait des jeux de mots qu'il avait appris. Quant aux noms de personnes nouveaux qu'on prononçait devant lui, il se contentait seulement de les répéter sur un ton interrogatif, qu'il pensait suffisant, pour lui valoir des explications, qu'il n'aurait pas l'air de demander. Comme le sens critique qu'il croyait exercer sur tout lui faisait complètement défaut, le raffinement de politesse qui consiste à affirmer à quelqu'un qu'on oblige, sans souhaiter d'en être cru, que c'est à lui qu'on a obligation, était peine perdue avec lui, il prenait tout au pied de la lettre. Quel que fût l'aveuglement de madame Verdurin à son égard, elle avait fini, tout en continuant à le trouver très fin, par être agacée de voir que quand elle l'invitait dans une avant-scène à entendre Sarah Bernhardt, lui disant, pour plus de grâce, « Vous êtes trop aimable d'être venu, docteur, d'autant plus que je suis sûre que vous avez déjà souvent entendu Sarah Bernhardt, et puis nous sommes peut-être trop près de la scène », le docteur qui était entré dans la loge avec un sourire qui attendait pour se préciser, ou pour disparaître que quelqu'un d'autorisé le renseigna sur la valeur du spectacle, lui répondait « En effet on est beaucoup trop près, et on commence à être fatigué de Sarah Bernhardt. Mais vous m'avez exprimé le désir que je vienne. Pour moi vos désirs sont des ordres. Je suis trop heureux de vous rendre ce petit service. Que ne ferait-on pas pour vous être agréable, vous êtes si bonne. » Et il ajoutait,
Sarah Bernard, c'est bien la voix d'or, n'est-ce pas? On écrit souvent aussi qu'elle brûle les planches. C'est une expression bizarre, n'est-ce pas? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.